retour dans l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet. Avec nous, notre invité, Monsieur Khan, est docteur en intelligence économique et nos éditorialistes Jean-Marie Vitonneau et Jemal Taleb. Le trafic commercial est interrompu depuis 6 jours au poste frontière de Ras Jedir entre la Tunisie et la Libye. Une décision des autorités libyennes qui vise notamment à lutter contre la contrebande. C'est un sujet d'Alissa Remessieri. Cela fait maintenant plusieurs jours que le trafic commercial est paralysé au poste frontalier de Ras Jedir, principal point de passage entre l'ouest de la Libye et le sud-est de la Tunisie. Depuis jeudi 28 avril 2016, chaque véhicule assiste à une fouille méticuleuse des autorités libyennes, provoquant un ralentissement important. Seuls les véhicules d'urgence et les habitants souhaitant rentrer dans leur pays sont autorisés à passer. C'est une décision libyenne de protestation contre l'immense trafic qui se fait dans la région au détriment de la Libye, générant des milliards de dollars liés à des filières, notamment pour alimenter la Libye de produits et puis de produits libyens rentrant en Tunisie. Les autorités libyennes ont pris l'initiative de ne laisser passer aucune marchandise en provenance de la Tunisie, afin de lutter contre la contrebande, florissante dans la région, mais aussi en réaction au mauvais traitement que certains voyageurs libyens auraient subi en Tunisie. Et même il y a une certaine impuissance de la police tunisienne pour pouvoir contrôler ce trafic. La Tunisie est devenue une base arrière pour les diplomates, pour toutes les institutions suivant la Libye. Ils se sont délocalisés en Tunisie puisque les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Les Libyens installés en Tunisie varient entre 400 000 et 1 million. Des négociations entre la Tunisie et la Libye sont en cours afin de régulariser les échanges commerciaux entre les deux pays frontaliers. La Tunisie avait en mars 2016 fermé ses frontières suite aux menaces terroristes et annoncé la construction d'un système d'obstacles à la frontière libyenne sur 200 km. Ces dispositifs ont pour but de lutter contre la contrebande de marchandises et d'armes. La Tunisie a installé des collines et tranchées de sable remplies d'eau sur la moitié de la frontière et devrait mettre en place des dispositifs électroniques avec l'aide de l'Allemagne et des États-Unis. La Tunisie encourage le gouvernement d'union nationale libyen, soutenu par la communauté internationale, à tout mettre en œuvre pour améliorer la sécurité dans la région. Jean-Marie, comment appréciez-vous cette décision des autorités libyennes ? La décision des autorités libyennes peut être interprétée, si vous voulez, avec un double sens, Amira. Le premier sens, c'est quoi? C'est que la Libye... C'est vrai qu'il y a des tractations qui ont eu lieu. On a essayé de mettre en place un gouvernement d'union nationale, mais malheureusement, à l'est du pays, vous avez toujours, comment dirais-je, les rebelles qui n'acceptent pas. Récemment, il y a de cela quelques jours, vous avez un bateau pétrolier indien qui a été arraisonné dans les eaux internationales, tout simplement. Pourquoi? Parce que la communauté internationale a posé un embargo là-dessus. Donc, que les autorités internes libyennes aujourd'hui puissent prendre les choses en main afin de pouvoir contrôler. Nous avons souvent parlé de la Libye, c'est-à-dire sur ce plateau, parce que la Libye a été le facteur catalyseur et déclencheur, comment dirais-je, du terrorisme que nous subissons maintenant. On avait des groupuscules qui existaient, si vous voulez, au Mali, on le sait depuis des années. Mais malheureusement, le fait que vous ayez eu des armes et vous avez malheureusement des gens mal intentionnés qui se sont engouffrés dans cette brèche-là pour mettre en place des trafics sous le prétexte, si vous voulez, de l'influence religieuse. Donc, quand vous ayez des contrôles qui soient faits de part et d'autre des frontières, ça tend déjà, si vous voulez, à lutter, c'est-à-dire les deux États inconsciemment ou consciemment mettent en place, si vous voulez, une stratégie de lutte contre ces mouvements qui sont des mouvements djihadistes qui contribuent à déstabiliser les deux pays. Et d'ailleurs, dans le reportage, les autorités libyennes se sont rendus compte que la Tunisie constitue une base arrière pour certains mouvements, si vous voulez, qui sont issus de la Libye, pour pouvoir maintenant continuer ces trafics-là. Donc le fait que vous ayez un contrôle des frontières qui avait été initié par la Tunisie et que ce soit complété de l'autre côté, moi ce que je souhaiterais maintenant, c'est qu'on mette en place des forces conjointes qui puissent contrôler ces frontières-là. Jemal, est-ce que vous êtes d'accord encore une fois avec l'analyse de Jean-Marie? Non, on est forcément d'accord. Le premier réflexe qui peut nous arriver dans la situation de la Tunisie, c'est de déplorer éventuellement, en tout cas la tentation peut arriver, le manque de solidarité, ce tranché absolument insupportable, ces moyens gigantesques payés par l'État tunisien, alors que Dieu sait qu'il en a besoin pour autre chose, pour sécuriser ses frontières. Et donc, fatalement, rejeter de l'autre côté le malheur des Libyens entre eux. On est
tenter facilement d'analyser la situation ainsi. Sauf que si on l'analyse ainsi, on n'est pas très juste avec les Tunisiens. Les Tunisiens accueillent chez eux 1 million de Libyens. Donc c'est le premier pays qui reçoit, qui fait preuve d'une solidarité réelle avec la Libye. La deuxième chose, c'est que c'est le pays fragile. C'est-à-dire que de tous les voisins de la Libye, le pays le plus fragile et le plus vulnérable et le plus touché, le plus concerné et vers lequel les Libyens se dirigent tout de suite, c'est la Tunisie. Et donc, fatalement, la Tunisie a vécu une période d'instabilité, une période d'infiltration très importante, et Bitomo a raison, de la part donc des organisations terroristes. Et il est normal, il est légitime que le gouvernement tunisien s'inquiète de cette situation et se donne un peu les moyens d'y faire face. Ce n'est pas très facile. Cela dit, et Bitomo encore une fois a raison, la situation, il ne faut pas la régler en Tunisie, il faut la régler d'abord en Libye. Et j'ai bien peur que la communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire en gros les États-Unis et l'Europe, ont mené une guerre dont on peut comprendre probablement en partie les intentions au départ, pas du tout les objectifs et encore moins la finalité. On peut s'imaginer que la situation dans laquelle ils ont mis la Libye et ils ont fait bye-bye, plus rien à faire, restez entre vous. Et donc ça a créé un chaos qui est préjudiciable à tous les pays de la région. Mais à commencer d'abord par les Libyens, mais aussi dans le sud du Sahara. C'est-à-dire que notre région sahélienne est aussi une victime importante de la situation de la Libye. Circulation des armes absolument catastrophique. Et donc, pour revenir à la situation tunisienne, il est tout à fait légitime pour les Tunisiens, encore une fois, de se donner les moyens, parce qu'ils sont vulnérables, de faire face à une situation chaotique. Oui, Monsieur Kane, peut-être rappeler que cette frontière entre la Tunisie et la Libye fait 500 kilomètres. Ça va faire énormément de travail aux autorités et libyennes et tunisiennes pour sécurité cette frontière qui, rappelons-le, est très dangereuse. Oui, bon, c'est une frontière poreuse, comme ils l'ont dit les deux éditorialistes. Donc c'est une frontière poreuse. Et puis je crois qu'il y a les États-Unis et l'Union européenne qui voulaient faire des barrières de 200 km pour essayer de contenir justement cette avancée djihadiste et puis ce trafic qui existe entre les deux pays. Bon, mais c'est comme vous l'avez dit, c'est tout à fait difficile parce que c'est plus de 500 km de frontières et la Tunisie n'en a pas les moyens financiers ni les moyens humains. C'est un pays de 10 millions d'habitants, mais qui a été réellement touché par justement tous ces mouvements djihadistes. Et puis la Libye est un pays instable depuis justement la chute de Mohamed Kadhafi. Donc à l'heure actuelle, je crois qu'il faudra que la sous-région, surtout les forces égyptiennes, je le répète encore, les forces égyptiennes et les forces algériennes, donnent un coup de main justement à ces deux pays pour venir à bout de ce fléau. 150 milliards de dollars, c'est la somme que le gouvernement éthiopien compte investir pour promouvoir une économie verte. Selon le ministre de l'Environnement, des Forêts et des Changements climatiques du pays, il urge pour l'Éthiopie de s'inscrire dans la politique des objectifs du développement durable, une condition sine qua non à la relance économique. Siamlo, Victoria Sedji. Le gouvernement éthiopien est prêt à investir 150 milliards de dollars dans des projets visant à développer l'économie verte. L'objectif est de permettre une nette participation du pays à la mise en œuvre des objectifs du développement durable et ce, en réduisant ses émissions de carbone et en encourageant la préservation des équilibres naturels. Selon une étude, ce sont 7,5 milliards de dollars annuels qu'il faut à l'Éthiopie pour faire de son économie verte une économie résiliente au changement climatique. Ce fonds participera donc à la création d'emplois et facilitera une croissance économique durable, mais aussi inclusive. Nous devons promouvoir une croissance verte. Cela est vital pour l'Afrique, particulièrement pour l'Éthiopie, car le réchauffement climatique planétaire est de plus en plus alarmant. Si nous encourageons le développement d'une politique environnementale, voire une économie traditionnelle de protection du couvert végétal, il n'y a pas de raison que notre développement ne soit pas inclusif et durable. Le gouvernement éthiopien utilisera 50 milliards de dollars pour la construction d'infrastructures à faible émission de gaz à effet de serre. Financé par le gouvernement, des investisseurs ainsi que par des partenaires, le projet d'économie verte entend impliquer tous les acteurs sociaux autour de l'idéal, penser globalement et agir localement. We'll do this for our sake, for our benefit, not for someone else. In fact, nous n'avons pas le choix, nous devrons le faire pour notre propre bien et non pour quelqu'un d'autre.
Si nous jouons notre part de responsabilité en réduisant nos empreintes écologiques, nous pourrons contribuer à ce que le reste du monde atteigne les objectifs du développement durable. La politique de croissance verte est très vitale et importante pour tous les pays, sans exception, et surtout pour l'Afrique. Exposée au réchauffement climatique, l'Éthiopie avait connu sa plus grande sécheresse en 1984 avec des millions de pertes en vie humaine. Sa participation à la 21e conférence des parties sur les changements climatiques en décembre 2015 marque une étape décisive dans la réorientation de ses besoins et de ses objectifs économiques pour les 20 prochaines années. Gemal, est-ce qu'investir dans l'économie verte, c'est ce qui va véritablement favoriser le développement de nos économies? Investir est déjà bien, quel que soit le domaine qui soit générateur de richesse et d'emplois choisi. Et Dieu sait que sur le continent africain en général, les sujets ne manquent pas. En Éthiopie, l'Éthiopie est aujourd'hui la première usine du continent africain. C'est-à-dire qu'elle est arrivée à un niveau de coût bas de la main-d'œuvre qu'elle concurrence la Chine. C'est-à-dire que les Chinois, pour délocaliser, ils choisissent l'Éthiopie. Une main-d'œuvre de bonne qualité, pas très chère, un droit de travail pas très développé, et puis, ma foi, les infrastructures qui fonctionnent plutôt pas trop mal. Qu'on réfléchisse à un autre mode de développement ne me paraît pas en soi aberrant, parce que le chemin qu'ont choisi les pays développés pour se développer n'est pas forcément celui que les autres doivent emprunter. Cela dit, il n'y a pas de miracle. Je crois difficilement à une industrie lourde avec des panneaux solaires. Je crois difficilement à une industrie extractive où on va mettre une éolienne qui tourne. Cela dit, l'éolienne et le panneau solaire, il faut les mettre. Mais je n'y crois pas. Et donc, la leçon faite par les pays occidentaux qui consiste à dire aux autres ne choisissez surtout pas les voies par lesquelles nous sommes développés, prenez-en d'autres, et pardon, d'une espèce de donneur de leçons insupportable. Et donc, je sais que beaucoup de nos pays obtempèrent à ce genre d'injonctions, sont même plutôt soucieux de démontrer qu'ils sont les précurseurs dans ce genre de changement. Je suis personnellement plutôt dubitatif. Non pas que je pense que le changement climatique ne soit pas important, il est très important. Non pas que je pense qu'un autre moyen de développement ne soit pas possible. Je suis le premier à penser que nous devons réfléchir et choisir, penser les choses par nous-mêmes. Cela dit, on n'invente pas la situation. Et puis, la contradiction des Éthiopiens est quand même assez flagrante. Il est difficile de dire, nous allons prendre chez nous le toute industrie, la toute main-d'œuvre, la toute production, c'est-à-dire en gros que le petit occidental qui va porter des chaussures qui étaient fabriquées en Chine vont aujourd'hui fabriquées en Éthiopie, et qu'en même temps on lui dit tenez-vous bien, nous allons financer 150 milliards pour choisir un développement différent. C'est en soi une contradiction. Alors je sais très bien que Bitomo doit bien fait d'impatience de me dire que ça n'est pas. Je le vois, il fait des signes depuis tout à l'heure. Que ça n'est pas contradictoire et qu'en soi on est capable de faire l'un et l'autre. Sans doute, cela dit, un pays comme l'Éthiopie, qui est encore une fois un miracle. Je veux dire, il faut qu'on soit clair. Mais le miracle de l'Éthiopie, ce ne sont pas les idées d'Yves Renaud Dimon, qui sont toutes respectables, qui lui ont donné, mais plutôt celles de Deng Xiaoping. Jean-Marie, on sait pertinemment comment la Chine est arrivée, voilà, on est aujourd'hui, elle a mis un développement très rapide, fulgurant même, mais en polluant énormément. Comment un petit pays comme l'Éthiopie, qui n'est pas forcément très riche, pourrait parvenir à se développer sans polluer? Est-ce que déjà c'est possible aujourd'hui? Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire quand on parle de non-pollution, c'est-à-dire là on peut rentrer dans la dimension technique des choses, Amira. À savoir que quand on parle de pollution, ce n'est pas la pollution zéro. C'est tout simplement rabaisser les taux d'émission de gaz de serre qui soient supportables par rapport au discours des climatologues du monde entier. Donc, une fois, si vous voulez passer ce point-là, par rapport à ce que Gemal me dit, qu'il voit mal comment est-ce que l'Éthiopie, parce que c'est une discussion que j'ai déjà eue avec Gemal ici. Il y a pas longtemps, ça fait à peine 2 ans, nous avons eu cette discussion là où Gemal me soutenait que vous ne pouvez développer aucune activité, quelle qu'elle soit en Afrique et tout, par le biais de l'énergie solaire. Et le Rwanda est en train de lui prouver le contraire. Il nous avait dit, il m'avait contredit ce jour-là en me disant, comme Bitomo, je ne vois pas quel est le pays au monde qui va s'industrialiser avec l'énergie solaire. Le Rwanda est en train de nous montrer l'exemple. Heureusement qu'Amira est là. C'est elle qui était là. Donc, à partir de là, que vous ayez l'Éthiopie qui puisse choisir un mode de développement
qui soit en mode de développement diversifié. Amira, sur ce plateau, nous parlons comme ça de la diversification. Quand on parle de la diversification, ce n'est pas uniquement une diversification, si vous voulez, qui concerne un secteur d'activité. C'est une diversification qui est une diversification au niveau de l'économie dans sa globalité. Donc, à partir de là, que vous ayez l'Éthiopie qui puisse mettre en place, si vous voulez, un système industriel, comme ça, Gemal rebondit très rapidement et je laisse la parole à industriel basé, comment dirais-je, sur la main-d'œuvre comme la Chine. Et de l'autre côté, vous avez aussi le développement durable qui peut en être privilégié. Gemal, c'est vraiment quelques secondes. Non, parce que je sais très bien que sommeil en Bitomo, une Eva Joly qui ne sort pas. Il va falloir qu'elle sorte de ce corps assez vite. Il vous manque les lunettes, Jean-Marie. Sans doute. Cela dit, c'est de l'incantation. J'aime bien, moi, l'Éthiopie. D'abord, ils ne sont en train de rien faire, ils considèrent qu'ils vont le faire. Et donc, c'est de la comédienne. Mais c'est de l'incantation. Et l'incantation est bonne. Je ne suis ni de près ni de loin contre les économies parallèles, durables, génératrices ou émettrices de moins de CO2. Pas du tout. Mais je considère que dans la situation et dans l'état de l'économie actuelle, il est difficile d'envisager des choses qui ne sont pas envisageables. Encore une fois, un kilowattheure d'électricité aujourd'hui le plus bas, vous le faites quand il est nucléaire ou au gaz. Vous ne le faites pas autrement. Et donc, si vous voulez dans l'avenir faire les choses, c'est bien. Aujourd'hui, la situation est différente. Et puis, non, l'énergie solaire est à la portée de l'Afrique. C'est la meilleure énergie, la moins coûteuse pour l'Afrique. Ça, c'est clair, c'est net. Le modèle qui a permis aux Éthiopiens d'arriver à la situation de dragon qui est le leur aujourd'hui n'est pas celui du panneau solaire. C'est terminé. Il est de l'autre. Voilà, c'était trop beau. Vous avez été d'accord trop longtemps tout au long de l'émission. Voilà comment ça se termine. Monsieur Kane, je suis désolée, plus beaucoup de temps. Donc vraiment une petite réaction très très rapide sur l'Éthiopie qui va investir en masse 150 milliards de dollars dans l'économie verte. Non, moi je crois aux capacités éthiopiennes. Le lion d'Abyssinie va rugir à nouveau. Et puis je pense que le deuxième pays par la population en Afrique après le Nigeria est en mesure de relever les défis. Et c'est l'heure de terminer cette émission. Monsieur Kane, merci pour vos analyses. Merci à vous. Merci à vous, Jean-Marie. Bonsoir Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs et bonne fête à tout le monde pour le long week-end. Mais ANR est toujours là. Et merci à vous, Gemal. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Vous l'aurez compris, c'est donc la fin de cette émission. L'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. À très vite.